Retour sur ce plateau après le journal. Nous retrouvons nos invités Rodrigue Aego, Prosper Aboulkou et Germain Pouli pour la suite de ce débat. Nous prenons désormais la direction du Soudan. La situation humanitaire se dégrade de jour en jour au Soudan au fur et à mesure que les combats se poursuivent entre les militaires et les paramilitaires. Et malgré l'annonce de reprise des activités du programme alimentaire mondial dans certaines zones en dépit de leur suspension à la suite de la mort de 3 de leurs agents, la reprise des combats rend la tâche difficile pour les travailleurs humanitaires. Les derniers chiffres publiés ce lundi font état de 528 morts et 4 599 blessés et quelques 15 000 déplacés vers les pays voisins. Alors, la guerre continue, la situation humanitaire s'aggrave, les jours sont de plus en plus sombres au Soudan. Germain? Oui, c'est la catastrophe, comme le dit l'ONU, parce qu'aujourd'hui, non seulement les gens n'ont pas de quoi manger, les gens sont enterrés chez eux sans eau, sans électricité, les gens se déplacent, ils fuient la guerre. Et après, maintenant, les gens n'ont pas de quoi se soigner. Et la plupart des hôpitaux sont bombardés. Si ce n'est pas le cas, les agents fuient. Aussi, ces hôpitaux sont fonctionnels, surtout à Khartoum, c'est qu'il n'y a pas de matériel pour travailler. Parfois, ce sont des hôpitaux qui sont pillés. Et avant même cette guerre-là, le Soudan était déjà un pays en difficulté, dont le tiers de la population était déjà dans une famine, dont les hôpitaux aussi souffraient cruellement de matériel et de personnel. Donc avec cette crise-là, les choses se sont aggravées et l'ONU ne se trompe pas du tout en parlant de catastrophes humanitaires et sanitaires. Le programme alimentaire mondial a repris, mais je pense aussi que son stock avait été pillé en partant également. Donc ce qui restait n'est pas suffisant. Pour distribuer le peu qui reste et envoyer d'autres vivres et d'autres médicaments, c'est très difficile avec les raids aériens, avec les explosions, avec tous les partis et tous les quartiers de Khartoum donc, qui sont sous le feu. C'est très difficile. Il y a eu ce cessez-le-feu qui a été négocié par les États-Unis et l'Arabie Saoudite qui n'a malheureusement pas duré et qui ne permet pas aujourd'hui donc d'avoir le calme qu'il faut pour espérer régler un peu les problèmes et essayer de prévenir cette catastrophe-là qui est pratiquement déjà là. Donc on attend l'arrivée donc de cet envoi de l'ONU. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Est-ce que avec les appels des autres puissances partenaires du Soudan, est-ce qu'ils pourront arriver à faire observer une trêve assez durable qui permettra donc de régler le plus utile qui est la souffrance des Soudanais, de ceux-là qui sont déplacés déjà à l'intérieur du Soudan, qui sont dans d'autres parties du pays, qui n'échappent plus également à la guerre parce que plusieurs régions aujourd'hui sont contaminées, et ceux-là qui ont quitté le Soudan vers les pays voisins comme le Tchad, comme l'Éthiopie et un certain nombre d'autres pays. Et ça reste une situation critique et espérons donc que les deux généraux qui se battent à Khartoum et maintenant dans certaines autres parties du pays entendent raison pour qu'on puisse quand même trouver une solution aux populations qui souffrent énormément. Rodrigue Aego, la guerre continue, la situation humanitaire s'aggrave, ça devient une catastrophe humanitaire carrément à Khartoum. Votre lecture? Ben, ça doit plaire à ceux qui sont à l'origine de cette guerre-là. Parler de Bourhan et d'Aglo? Non, 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 non. Ce sont eux, ils ne sont que au service d'une cause que je me demande si eux-mêmes comprennent ce qui se passe. C'est parti dans un premier temps pour, je dirais, une guerre de pouvoir, mais finalement, on ne comprend plus. Parce que si c'est une guerre de pouvoir, à partir du moment où on lance l'appel à cesser, à déposer enfin pas totalement déposer les armes, à observer une trêve pour pouvoir discuter, je pense qu'il devrait pouvoir accepter
et confronter leur réelle motivation en prenant les armes pour pouvoir comment est-ce qu'ils peuvent être aidés ou les autres États ou peut-être les organisations régionales qui ont d'ailleurs démissionné parce que c'est l'Union africaine, qui a démissionné totalement et qui reste impuissante face à toutes ces situations de guerre-là qui déciment le continent. Malheureusement, ceux-là n'ont pas pris conscience de cela et ils ont plutôt intensifié leur aide et aujourd'hui, c'est un pays qui se vide de ses populations. On en compte déjà plus de 500 morts, c'est déjà beaucoup. Et peut-être que actuellement, même à l'instant où nous parlons, peut-être qu'il y a encore des vies qui tombent et c'est extrêmement malheureux pour le Soudan. Je l'ai dit, on se demande si un jour ce pays pourra connaître la paix. Et c'est bien dommage. Je continue de poser cette question. On peut dire que d'un autre côté, il y a l'armée régulière. De l'autre côté, on parle de paramilitaires. Aussi est-il que les deux camps ont un créneau pour se ravitailler normalement. Ils ont des munitions, ils ont d'autres armes. Ils s'égalent en termes de puissance. C'est pour ça que ce bras de fer est si tendu. Maintenant, ça vient d'où? Parce que c'est un peu comme si cette situation-là est entretenue à dessein et que ça profite quelque part à d'autres tapis dans l'ombre qui savent ce qu'ils cherchent à travers cette guerre-là. Est-ce que la personne à qui cela profitait, c'était pas Omar el-Béchir? Omar el-Béchir avait déjà laissé un passif lourd quand il partait. Et c'est vrai qu'il n'est pas parti de gaieté de cœur, c'est vrai qu'il a des partisans, etc. Mais est-ce qu'il tenterait de revenir à travers cette guerre-là? C'est la grande question qu'il faut se poser. Parce que si on arrive à répondre à cette question, on peut dire par exemple que c'est une guerre qui profite à lui. Mais je ne le pense pas. Je ne pense pas que c'est une guerre qui lui profite. Autrement dit, depuis que cette histoire a commencé, on devrait déjà libérer Omar el-Béchir. Il devrait peut-être déjà prendre la tête du groupe qui serait acquis à sa cause pour qu'on sache que c'est lui qui veut revenir. Je me demande si c'est pas, est-ce que les intérêts ou les chasseurs d'intérêts ne sont pas ailleurs, autres que des Soudanais eux-mêmes. C'est la grande question. Et c'est bien malheureux que l'Afrique passe au quotidien la vie entre les crépitements d'armes, de guerre, etc., sans que ce soit véritablement un atout qui propulse le continent en termes de développement. Prosper Agboklou, la situation humanitaire se dégrade de jour en jour. On parle maintenant de catastrophe humanitaire au Soudan. Où va-t-on finalement, si je veux bien me voir dans votre regard panafricain ou je ne sais quoi, on va où finalement et que peut-on faire selon vos solutions africaines? Bon, Rodrigue a dit quelque chose qui m'a vraiment convaincu. C'est ceux qui ont voulu cette guerre qui doivent nous dire ce qu'ils veulent et pour qu'on sache par où passer. S'il y a quelque chose à leur donner, qu'on les leur donne, qu'on les leur remette. Et on se libère. Et on se libère. C'est ça le problème. Le problème, vous savez, moi quand j'attends l'ONU à négocier un cessez-le-feu, quand ils sont venus en Afrique pour nous coloniser, on nous a dit qu'on a déporté Béhanzin. Et ça a cessé. On l'a déporté. On a déporté les chefs féodaux, ont été déportés. Pour pouvoir vaincre leur peuple. Parce que quand le chef de guerre n'est plus, on dit souvent, quand vous regardez les films, Assa Koufi Makpa, ou bien le chef de guerre n'est plus, on les appelle, on dit... Vous proposez qu'on déporte Bourhan et Meti, qu'on les amène où? Bourhan, on les désorganise. Quand les chefs d'armée, ça dit les chefs de guerre ne sont plus, l'armée est désorganisée. On nous a dit que Béhanzin tenait les Amazones, on l'a déporté et ça s'est arrêté. C'est ce qu'on nous a dit. Ils ont la solution. Cette solution-là est là. Et on nous a dit que, comme on appelle, Samori Touré, il a été arrêté et puis on l'a déporté. Puis tout s'est décollé. Maintenant, on vient bonnement négocier avec Daglo
On appelle les États-Unis, les appelle, l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'on appelle les chefs de guerre, on leur dit, bon, cessez un peu de tirer sur les gens, nous allons évacuer d'abord nos ressortissants, on fait partie, les Européens, les étrangers. Il y en a des Africains aussi. Bon, il y a des Africains qui partent. Bon, pour moi, ça reste vague. Donc, moi, je dis, mais pourquoi ne pas arrêter les deux là, les renvoyer, c'est-à-dire désorganiser les choses pour pouvoir prendre les choses entre les mains. C'est ça, l'Afrique, si on laisse, vous savez. Qui viendra les arrêter et comment procédera-t-il? C'est pourquoi la démission de l'Union africaine. Vous vous rappelez? Vous proposez que l'Union africaine débarque au Soudan mais dis donc, c'est les solutions africaines. Pour arrêter Bourhan et Daglo. Je vais vous rappeler à l'époque de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, qu'on appelle au Libéria. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une force tampon qui l'a arrêté. On l'a tué. Est-ce que le Libéria n'est pas en paix aujourd'hui? C'est Prince Johnson qui l'a arrêté. Prince Johnson l'a pris, mais c'était organisé. On savait que Samuel Eto'o allait sortir. On a signalé sa sortie. Tout a été planifié par la force d'interposition, les casques bleus de la CEDEAO. Est-ce que le contexte est toujours le même? Oui, le contexte est le même. Moi, je dis, il faut trouver des solutions appropriées pour dissuader les gens. Parce que on donne tellement de crédibilité à chefs de guerre qu'ils continuent d'imposer leur position, de devenir des potentats qui agissent à leur gré au profit de qui? De l'Occident. C'est ça le problème. Quand vous voyez, on dit, il y a une proposition que j'ai lue quelque part, qui seront reçues même par le ministre des Affaires étrangères égyptien, pour négocier quoi? Et on va négocier quoi? C'est-à-dire que l'Union africaine est responsable aujourd'hui. Elle prendra cette force d'interposition dont on parle, qu'on avait créée entre-temps, je ne sais pas par quel moyen elle a été dissoute. On arrête, comme on appelle, Bourhan, on arrête Daglo, on les déporte comme on a fait pour nous. C'est-à-dire que quand les Européens veulent la paix, c'est-à-dire ils veulent s'accaparer de nos biens, ils ont tout fait pour casser la dynamique de nos royaumes. C'était ça. Maintenant, aujourd'hui, il y a une guerre. Les États-Unis appellent à un cessez-le-feu, ou bien à décréter une trêve pour pouvoir évacuer. C'est dans l'intérêt d'évacuer ces gens, comme on appelle, les ressortissants et les diplomates en place qu'ils décrètent cela. Et ils savent par où on tire. Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà entendu qu'il y a eu des Occidentaux morts dans cet aspect-là? Non. On a tué 3 humanitaires. Non, les humanitaires, ils sont d'où? Ces humanitaires-là, l'ONU, moi je dis, l'ONU a failli. Et elle a remplacé Ils sont victimes collatérales. Oui, mais elle a remplacé la SDN après la Deuxième Guerre mondiale, ou bien la Première Guerre mondiale, mais je crois, elle a été dissoute pour faire quoi? Pour créer l'ONU. Et l'ONU, aujourd'hui, vous pensez qu'elle joue son rôle? Non, elle doit être la force tampon qui doit même empêcher les guerres. Mais elle est là. Elle circule, elle rafle les intérêts, elle crée comme on appelle, des organismes HCR, quoi que ce soit pour pouvoir s'occuper. Ça dit que tout est prédit à l'avance. On sait que ça va se passer. Le HCR s'occupe ce sont des humanitaires. Quels humanitaires? Ce ne sont pas vraiment des humanitaires pour moi. Je comptais cette façon de laisser. On nous dit souvent que la prévention vaut mieux que la guérison. Mais dis donc, on sait que cela prévalait déjà au Soudan avec la complicité de ces mêmes Occidentaux. On en est arrivé là et aujourd'hui, on crie sur tous les toits, on écrit partout, sur toutes les murs, qu'il y aura catastrophe humanitaire au Soudan. Vous vous rappelez, au moment de la crise humanitaire de Covid, c'est le même, comme on appelle Antonio Guterres, qui nous a dit que l'Afrique allait mourir, c'est-à-dire catastrophe en Afrique. L'Afrique devrait s'attendre au pire. Vous voyez à peu près, tout a été écrit quelque part, prémédité, et on les ventile pour que les médias puissent l'envoyer vers la masse et faire peur que l'Afrique n'a aucune solution. Et ça, moi je dis, on doit revenir vraiment. Parce que là où on est là, on n'a pas encore le bout du tunnel. Merci. Tant que les Occidentaux n'ont pas, comme on appelle, le résultat de ce qu'ils cherchent, je dis, on en est là. Il faut arrêter les deux chefs de guerre là.
Elle est déportée. Et puis vous allez voir. Merci pour la solution africaine de Prosper Agboklou. On aura la solution. Germain Pouli, nous parlons surtout de la situation humanitaire. On sait, quand on prend le Soudan aujourd'hui, on parle de situation humanitaire catastrophique, mais à côté du Soudan, tous les pays de la zone, j'en en avais parlé tout à l'heure, ne sont pas aussi sécurisés avec des situations humanitaires. On en a connu en Éthiopie, on en connaît au Tchad, on en connaît dans les pays du Sahel. Finalement, l'Afrique va atteindre quel niveau dans les besoins humanitaires? Finalement, on risque de devenir un continent, je ne sais pas si on aura moins pauvre ou PPTE, ou je ne sais pas, à quoi, vers quoi sommes-nous en train de nous diriger? Voilà, je crois qu'il y a des analystes qui pensent que l'Afrique était en train de vouloir se développer et on a créé l'instabilité pour l'amener à se détourner du développement et à régler les problèmes de conflit, le terrorisme, les conflits internes et tout ça. C'est possible. Mais en même temps, comme je l'avais dit, nous sommes aussi responsables de cela à partir du moment où nous-mêmes, on n'arrive même pas à cultiver suffisamment pour nous nourrir, au point où le programme alimentaire mondial est obligé, même quand il n'y a pas de guerre, quand c'est dans une simple situation de famine, de nous envoyer à manger. Aujourd'hui, en plus de la guerre, l'agriculture, le peu d'activité agricole qu'il y avait va disparaître totalement parce que les gens ne peuvent pas travailler en temps de conflit. Les gens désertent leurs champs et leurs terres et se déplacent. Donc, on arrive à des situations beaucoup plus compliquées, même dans des pays moins touchés comme le nôtre. Ça va se faire ressentir. Vous verrez que dans la partie nord où les gens se sont déplacés un peu, et la plupart c'est des zones rurales, l'activité principale est l'agriculture, donc ils quittent leurs activités. Et sur la production, il va avoir donc un impact négatif. Jusqu'où on ira, c'est qu'on va arriver à une famine, parce qu'on a vu avec la guerre russo-ukrainienne, déjà qu'on achetait nous-mêmes le blé et un certain nombre de céréales qui ne venaient pas. On était en difficulté. Si de ce côté-là, avec le temps, Poutine met fin à cet accord sur l'exportation du blé et qu'en interne, il n'y a rien et que ça va se compliquer. Mais je crois que les solutions vont venir parce que même quand l'Afrique est déstabilisée, il y a quand même certains gouvernements qui ont pris sur eux de relancer l'agriculture, de faire en sorte que nos pays aillent vers plus de production. Et donc, si ces calculs-là aboutissent, si ces différents projets-là aboutissent... Vous parlez par exemple du Togo? Oui, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, un certain nombre de pays, pas aussi touchés que les autres pays, et essaient de travailler. Et surtout avec cette guerre russo-ukrainienne, la conscience a été effective qu'il faut qu'on commence par produire ce que nous consommons, parce que on ne peut pas toujours dépendre de l'Occident et de l'Asie en termes de céréales et de riz. Et aujourd'hui, nous sommes un continent assisté. Ça fait longtemps qu'on l'est. Et ça va s'aggraver avec ces guerres-là qui viennent s'ajouter à la pauvreté qui existait déjà dans certains pays africains. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause puis on revient pour la dernière partie de ce débat.